Nous attaquons maintenant la deuxième partie de notre entretien et je voudrais commencer par une citation d'un texte que vous m'avez adressé en préparant cet entretien qui concerne évidemment la laïcité. Et vous dites être laïque aujourd'hui, c'est être dans la ligne droite de la République, à savoir être universaliste, féministe et antiraciste. C'est défendre un modèle démocratique. Alors, l'actualité nous montre que ça n'est pas la vie de tout le monde et que on voit arriver un certain nombre de tendances, qu'elles viennent de l'extrême droite ou qu'elles viennent de l'extrême gauche. Enfin, c'est un petit peu tout ça rentre dans un joyeux mélange idéologique. Et je voudrais savoir comment vous appréciez cette situation. Alors, peut-être dans l'université d'abord, puisque c'est un domaine que vous connaissez parfaitement et ensuite d'une façon générale. Oui, alors si vous le permettez, j'aimerais bien revenir un tout petit peu quand même sur cette citation et expliquer en quoi, pour moi, la laïcité aujourd'hui est totalement dans la lignée d'un combat antiraciste, un vrai combat antiraciste. Je ne vais pas forcément être très long, mais pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de la laïcité dans notre pays, on se rend compte que ça a été un très très long cheminement, vraiment un très long cheminement. Et donc, si on regarde quelques dates importantes, la première étape, qui n'est pas vraiment une étape liée à la laïcité, mais plutôt à la liberté de conscience, c'est l'édit de Nantes, que tout le monde connaît, et qui, pour la première fois, accorde une liberté religieuse à d'autres personnes que des pratiquants catholiques qui étaient bien évidemment ultra majoritaires à l'époque. Donc, l'édit de Nantes va finalement accepter l'idée qu'il puisse y avoir une autre religion en France, en l'occurrence le protestantisme. Ça a été remis en cause ensuite, notamment par Louis XIV. On ne va pas revenir forcément dans le détail de tout ça. Et finalement, il va falloir revenir et attendre 1789 et la Révolution française pour que la liberté de conscience soit à nouveau actée et le fait qu'on puisse avoir d'autres religions. C'est ce qui est écrit notamment dans la Déclaration française des droits de l'homme. Il y a une date qui, pour moi, est vraiment importante dans le cheminement vers la laïcité, c'est 1792, à partir du moment où, pour la première fois, les actes d'état civil ne seront plus gérés par le clergé, mais par les mairies et par l'État. Ça veut dire que pour la première fois dans notre pays, c'est le mariage civil qui prime sur le mariage religieux. Le divorce est autorisé, même si ce n'est pas forcément une pratique très courante, mais en tout cas, dans l'état civil, le divorce est autorisé, le mariage est civil, et donc, du coup, la liberté religieuse commence à s'installer et à s'instaurer dans notre pays. Ensuite, finalement, la première notion de séparation entre l'État. Alors déjà, là, on voit bien qu'il commence à y avoir une vraie séparation entre l'Église et l'État. Le vrai début de la séparation entre l'Église et l'État, c'est vraiment cette date importante qui est que l'État civil est repris en charge, est pris en charge par les mairies. Oui. Et puis finalement, la Commune de Paris, en 1871, va être le premier gouvernement, même si ce n'est pas encore vraiment un gouvernement officiel, qui va acter la séparation entre les églises et l'État, jusqu'à ce que finalement elle soit reprise par la République en 1905. Et pourquoi est-ce que je dis que finalement laïcité et antiracisme vont de pair? C'est parce que à l'époque, jusqu'à l'édit de Nantes, c'est les protestants qui sont victimes de racisme. Et puis finalement, ensuite, au moment où on va séparer les églises et de l'État, c'est les protestants et les juifs qui sont victimes de racisme parce qu'on considère que leur religion n'a pas lieu d'être dans notre pays. Et donc, finalement, la laïcité va être toutes les premières lois liées à la laïcité vont être les premières lois antiracistes de notre pays. Et c'est finalement en 1905, à partir du moment où on va vraiment séparer les églises et l'État, qu'on va donner le droit aux autres d'avoir véritablement le droit de citoyenneté dans notre pays. C'est un long processus, mais 1792, les protestants sont reconnus comme citoyens à part entière de notre pays. En 1793, un an après, c'est les juifs qui sont reconnus comme des citoyens à part entière. C'est la laïcité qui va donner ce statut de citoyen à des personnes qui ne sont pas de la religion majoritaire dans notre pays. Donc, de tout temps, la laïcité a permis de lutter contre le racisme, quel qu'il soit, en traitant tout le monde de façon totalement égalitaire. Et il en est de même, bien évidemment, à partir du moment où, suite aux différentes
étape de colonisation de notre pays et de décolonisation, eh bien, de nouvelles personnes sont venues sur le territoire national avec une religion qui n'existait pas ou très très peu dans notre pays à la fin du 19e siècle, qui est bien évidemment la religion musulmane, et où la laïcité s'appliquant ou devant s'appliquer de la même manière aux, aux pratiquants musulmans, eh bien, les traite de la même manière qu'un citoyen juif, un citoyen catholique, protestant ou autre. Et donc, en fait, en effet, la laïcité, pour moi, c'est vraiment l'outil de la République qui a permis de lutter contre le racisme depuis 2 siècles maintenant et qui doit nous permettre aujourd'hui et demain de continuer à lutter contre le racisme. Et donc, du coup, eh bien, parce qu'après, je suis peut-être un petit peu long dans mes réponses, hein, je suis désolé, mais la laïcité, dans la mesure où elle considère que tout citoyen est totalement égal à un autre, où il n'y a aucune communauté reconnue par l'État, si ce n'est la communauté nationale, ou même si les gens, bien évidemment, se regroupent par communauté, ce n'est pas tellement le communautarisme qui pose problème. Ce qui pose problème, ça c'est plutôt même logique, enfin je veux dire c'est même cohérent, voire même naturel le communautarisme. Si nous on est citoyens français dans un pays étranger, on va avoir tendance à se regrouper aussi entre Français. Ce qui pose problème, c'est lorsqu'une communauté revendique des droits différents d'une autre communauté. C'est le différentialisme communautariste qui pose problème. Ça veut dire que il est naturel que les gens se regroupent par affinité. Enfin, je veux dire, c'est naturel, tout le monde le fait. En revanche, ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas autorisé dans notre pays, c'est lorsqu'une communauté revendique des droits différents. Voilà, c'est la différence des droits qui n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce que la laïcité aujourd'hui ne le permet pas. Elle ne reconnaît qu'une communauté, la communauté nationale. Et c'est parce que justement, il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale, que tous les citoyens de notre pays sont égaux. Bien, alors, effectivement, moi je ne peux que souscrire, ça ne surprendra personne à ce discours. Alors, mais revenons à l'université en Oui. général, puisque on voit apparaître effectivement des mouvements qui sont exactement contraires à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à un regroupement communautaire et à ramener l'individu aux spécificités de sa communauté. Alors, à votre avis, où en est l'université française de ce point de vue? Alors, d'ailleurs, le phénomène dont je viens de vous parler de différence des droits ou d'un droit accordé à une communauté, c'est justement ce qui est revendiqué dans les universités. Ça veut dire qu'on a affaire à des étudiants qui veulent se regrouper par communauté et qui vont exiger des droits particuliers, des aménagements d'emploi du temps, ou qui vont contester des enseignements, ou qui vont même contester l'organisation même de l'université. Et le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas, en théorie, ça ne devrait pas être un problème, c'est que l'université est un lieu de fonctionnement relativement démocratique où les étudiants ont le droit de citer, puisque depuis notamment les événements de mai 68, les étudiants siègent dans tous les conseils de l'université, les conseils d'institut, les conseils de composantes et les conseils d'administration. Et dans certaines universités, eh bien, ce sont les voix étudiantes qui font basculer une majorité d'un côté ou d'un autre quand eh bien, il y a des équilibres entre les élus enseignants notamment. Et donc finalement, les étudiants ont un vrai pouvoir aujourd'hui au sein des universités. Et donc dans certaines universités, effectivement, eh bien, les étudiants étant regroupés par communauté ou par affinité, voire notamment par affinité religieuse, eh bien, ont des revendications qui parfois sont acceptés par des présidents d'université. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça peut être le cas et on voit à quel point c'est problématique lorsque cela arrive. C'est d'ailleurs Cela, c'est ce qui avait amené cela mon amène président d'ailleurs, d'université. et pardon de vous interrompre, mais cela amène certaines personnes à dire qu'il faudrait renoncer à l'autonomie des universités. Oui, alors moi, je pense que l'autonomie des universités, en tout cas telle qu'elle a été construite, effectivement, est une grosse erreur. Parce que finalement, aujourd'hui, quand il y a des problèmes au sein des universités, le ministère nous dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose puisque les universités sont autonomes. Donc finalement, laisser les universités faire en gros ce qu'elles veulent, c'est considérer qu'au sein de la République, il y a des instances qui échappent à l'autorité de l'État. Et ça, c'est juste pas possible. Pour moi, qu'aujourd'hui, eh bien, des instances ou des organisations puissent échapper à à l'État, puissent échapper à l'autorité de l'État, voilà, c'est le mot que je cherchais, sous prétexte qu'il y a une certaine autonomie. Ça reste quand même aujourd'hui
le service public de l'enseignement supérieur et l'État doit pouvoir y dire exactement, y faire exactement ce que aujourd'hui les lois de la République prévoient. Mais du coup, pour en revenir quand même sur ce sujet-là, eh bien, en effet, aujourd'hui, au sein des universités, il y a une remise en cause par certains étudiants du savoir en tant que tel. Ça veut dire qu'en fait, les enseignements sont contestés sous le prisme d'une religion. Ça veut dire qu'on va contester, eh bien, notamment dans les sciences sociales, les sciences humaines, eh bien, des théories faites par des chercheurs. Ça existe aussi d'ailleurs en médecine. Voilà, et donc finalement, un certain nombre de théories peuvent être remis en cause par les étudiants et voire même d'ailleurs aussi par certains enseignants, puisque finalement, eh bien, on arrive dans un phénomène où les étudiants de l'université avec ces théories-là, eh bien, deviennent peu à peu aussi, pour certains d'entre eux, enseignants à l'université et vont donc pouvoir continuer à œuvrer dans le sens de leurs théories qui ne sont pas les théories universalistes. Voilà, et donc ça pose effectivement un certain nombre de problèmes parce que comme l'université est un milieu relativement fermé, les recrutements se font par des universitaires, hein. Vous savez que pour être nommé maître de conférence dans une université, on est Oui, recruté par une commission composée d'universitaires de la même discipline. oui. Donc, ce n'est pas compliqué finalement, et De bien faire de peu à peu de l'entrisme, en créer fait. un mouvement et effectivement de faire plus ou moins de l'entrisme selon des théories, notamment indigénistes ou des théories qui remettent en cause un certain nombre de ce que des universitaires ont pu faire dans les années passées. Bien, eh bien, Samuel Mayol, notre temps tire à sa fin. Donc, il me reste à vous remercier pour cet entretien. Merci Très à bien. vous et à très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci.